Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres, ce mardi, est-il plus difficile de se déplacer sur les petites lignes ferroviaires bretonnes que sur les grands axes de la région depuis le début de la grève SNCF? C'est en tout cas ce que disent des élus. Explication dans un instant. 3 nouvelles otaries sont arrivées au zoo de Pont-Scorff dans le Morbihan. Elles ont fait le voyage de l'Espagne à la Bretagne ce lundi et nous étions présents à leur arrivée. Nous irons aussi dans les Côtes-d'Armor où une brèche s'est formée au début du mois de mars dans le sillon de Talbert. Pour l'instant, les autorités n'ont pas prévu d'agir. Et puis, qu'est-ce qui se cache dans les couloirs des archives municipales de Brest? Des documents administratifs, bien sûr, mais aussi quelques objets plus historiques. Voilà pour les titres. Merci à tous de nous suivre. Et tout de suite, vous retrouvez votre JT Breton du mardi 10 avril 2018. Et pour ouvrir cette édition, nous parlons de la grève perlée à la SNCF. La mobilisation fragilise-t-elle plus les petites lignes bretonnes que les grands axes? C'est en tout cas ce que dénoncent les élus costarmoricains, ceux qui sont en particulier concernés par la ligne Carhaix-Paimpol. Depuis 10 jours, plus aucun train n'y circule. Sur place, les explications de Mathilde Kemener. Pour ces usagers, pas de train pour relier Guingamp à Paimpol. Ce matin, c'est un car qui les attend. Ça ne m'arrange pas parce que c'est beaucoup plus long. Il y a, je crois, une demi-heure en plus que le train. Pourtant, ce jour n'est pas un jour de grève. Depuis le début du mouvement, début avril, plus aucun train ne circule entre Carhaix-Guingamp et Guingamp-Paimpol. Sur cette ligne, la seule privée de France, les salariés n'ont plus leur outil de travail. Ils ne souhaitent pas s'exprimer, mais ont interpellé les élus de leur territoire. Je n'avais pas remarqué, avant qu'ils nous interpellent, qu'il y avait ce risque que le service soit interrompu de façon continue jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire que jusqu'à juin, la liaison serait assurée par car, ça prend 3 fois plus de temps, et on l'a vu le temps des travaux de rénovation de la ligne, il y a une déperdition totale, les gens ne prennent pas le car, et donc ça veut dire qu'on perd des usagers, il y a des gens qui prennent d'autres habitudes, et c'est une catastrophe pour le maintien de ce service. Plus aucun train non plus sur les autres petites lignes ferroviaires bretonnes. Pour la région Bretagne, en charge d'organiser le réseau, impossible de faire autrement. Actuellement, 30% des rames sont bloquées au garage à Rennes en attente de maintenance et il serait difficile de les ramener sur les rails. Les employés qui travaillent dans les garages, qui assurent la maintenance des trains, observent aussi des arrêts de travail. Et si nous ne faisons pas mieux, c'est parce que nous ne pouvons pas faire mieux. Il faut, quand on sort un train du dépôt, il faut qu'il arrive à la bonne heure, au bon endroit. Ce qui n'est pas si aisé. Les trains sont des horloges. Et pour cet élu, cette grève pénalise avant tout les grandes villes bretonnes. Par exemple, sur une ligne comme Carhaix-Guingamp-Paimpol, nous organisons la substitution à plus de 80% ce jour. Alors que dans le milieu périurbain, ce service, nous ne pouvons l'assurer qu'à 30 à 35%. Une restitution publique sur l'organisation du réseau et des substitutions est prévue par la région à la fin du mouvement. Deuxième journée d'évacuation des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une journée plus tendue que ce lundi. Des affrontements violents se sont déroulés entre les forces de l'ordre et les zadistes. Plusieurs personnes ont été blessées. Retour sur cette actualité dans votre chronique La Bretagne en 5 infos. Les opérations d'évacuation de la ZAD ont repris ce mardi matin. Des heurts plus violents que lundi ont éclaté, avec des échanges nourris de projectiles divers. Plusieurs manifestants ont été blessés, dont au moins un a dû être évacué par les pompiers. Selon les autorités, les opérations pourraient durer plus longtemps que prévu et se poursuivre toute la semaine. Plusieurs rassemblements de soutien ont eu lieu dès lundi soir à travers la Bretagne, notamment à Morlaix, Quimper et Rennes. Incroyable découverte dans les égouts de Tréguier dans les Côtes-d'Armor fin février, mais on vient de l'apprendre. Plusieurs dizaines de bagues, broches, chaînes et autres bijoux. Et pour l'instant mystère, la gendarmerie en ignore les propriétaires. Elle a donc mis en ligne leurs photos sur gendarmerie.tréguier.blog.free.fr et en appelle au public. Convoi vraiment exceptionnel ce mardi matin au port du Rosmeur à Douarnenez. Le futur navire des vedettes de l'Odet, arrivé par la route au chantier Gléin depuis Nantes. Une superstructure tellement imposante qu'il a fallu démonter le mobilier urbain sur son parcours. Son aménagement va pouvoir commencer pour une livraison prévue avant l'été. 15 photos de mer signées du Brestois Ewan Le Bourdet vont être mises aux enchères ce jeudi soir au ministère des Affaires étrangères à Paris. Le produit de la vente est destiné aux orphelins et blessés de guerre. Prix de la table, 6 000 € et l'auteur espère en moyenne 5 000 € par photo. Les plus grands industriels français, dont Hermès, LVMH ou Naval Group, sont conviés.
Enfin, le club turc de Bursaspor a mis fin ce mardi au contrat de son entraîneur, le breton Paul Le Guen. La patate de Pincran, c'est son surnom, avait rejoint Bursa en juin 2017 après plusieurs expériences sur le banc, dont le Stade Rennais, le PSG et l'Olympique Lyonnais. Ancien international, il a aussi et peut-être surtout porté le maillot du Brest Armorique de 1984 à 1989. Floyd, Eva et Mars sont les 3 nouveaux locataires du zoo de Pont-Scorff. Ces 3 otaries de Californie étaient très attendues dans le Morbihan. Elles sont arrivées ce lundi après un voyage de 20 heures. Auparavant, elles vivaient dans un parc d'Alicante en Espagne. Le mâle et les 2 femelles ont commencé à prendre leur marque, comme va nous l'expliquer Laurence Collat, la directrice du zoo. Elle a répondu à Karine Chevrolier. C'est une espèce qui est dynamique et qui a un comportement naturellement enclin à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on développe finalement les comportements naturels des animaux. Et ce sont des animaux qui sont sympathiques, agiles et qui sont aussi des vecteurs de messages sur la protection de l'environnement, de leur environnement et la protection des espèces. Elles ont un régime alimentaire adapté, elles ont leur dresseur, soigneur dédié, c'est-à-dire que dans ces installations-là, uniquement les personnes habilitées peuvent rentrer. Il y a des procédures strictes à respecter. Et puis là, elles vont prendre un petit peu la mesure de leur environnement, s'adapter. Leur bassin, il y a des bassins intérieurs, des bassins extérieurs. Il y a des paramètres physico-chimiques au niveau des bassins à respecter aussi pour leur bien-être physiologique. Et on est content parce que c'est un signal de la reprise du zoo. Le sillon de Talbert va-t-il disparaître? En tout cas, une brèche s'est formée début mars dans ce cordon dunaire de 3 km qui s'enfonce dans la Manche. La tempête et les grandes marées sont responsables de cette érosion. Un phénomène naturel, donc, que les autorités gestionnaires du site ont décidé de ne pas contrecarrer. Anne Burlot nous en dit plus. Une brèche s'est ouverte sur le sillon de Talbert, sur une quinzaine de mètres de longueur et pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Le comité de gestion du site s'est réuni dernièrement pour déterminer s'il est urgent d'intervenir ou pas. Il a été décidé que dans un premier temps, on allait renforcer le suivi scientifique sur cette zone, ensuite prendre le temps de la réflexion et à terme peut-être, il se pourrait qu'il puisse y avoir une intervention humaine qui consisterait à combler cette brèche dans le cordon du sillon. Cette décision a été prise en concertation avec la région, le Conservatoire du littoral, les associations et la municipalité, même si le maire aurait souhaité que des travaux soient entrepris en vue de la saison touristique. Il y a environ 100 000 visiteurs par an qui passent à cet endroit précis, par fort coefficient, par grande marée. Il y a, je pense, un danger certain pour les visiteurs qui ne respecteraient pas les consignes. Bien évidemment, si la sécurité n'est plus assurée de manière globale sur le site, il se pourrait que l'attrait touristique du sillon du Talbert soit quelque peu diminué. Pour le moment, les gestionnaires de cette réserve naturelle régionale se laissent le temps de la réflexion, afin de bien mesurer les impacts d'une éventuelle intervention, d'autant que le phénomène est qualifié de naturel par les scientifiques. Nous allons maintenant dans un lieu rempli d'histoires et d'anecdotes, les archives municipales de Brest. Depuis l'Ancien Régime, la ville y entasse des milliers de documents, une collection d'objets aussi historiques qu'utiles, comme vous le montre David Cormier dans ce reportage. Il est des objets plus symboliques que d'autres. Cette veste de déporté léguée par celle qui l'a portée a sa charge émotionnelle pour les archivistes de Brest. Et malgré tout pour eux, tous les documents entreposés aux archives de la ville ont une valeur historique. Un simple imprimé administratif peut avoir énormément de valeur, où un acte de naissance pour le généalogiste sera précieux autant qu'un très beau document, puisque ce sera l'acte de son ancêtre. Car c'est bien là la mission des archives. Conserver, classer, trier. Rien d'étonnant à ce que les rayonnages fassent presque 8 km de long. Et si les particuliers peuvent y déposer leurs documents, le plus gros pourvoyeur n'est rien d'autre que la ville. C'est d'ailleurs depuis 1681 que le maire a décidé de conserver
tous les documents de la cité. On conserve tout ce que produit la ville et la métropole, donc c'est-à-dire aussi bien un acte d'état civil qu'une inscription dans la crèche, qu'une inscription sur une liste électorale, qu'une demande de permis de construire. On prend tout et on fait un tri. L'état civil doit être gardé tout le temps, les délibérations prises par la ville ou la métropole sont à conserver tout le temps, et d'autres documents peuvent être triés au bout d'un moment parce qu'ils sont arrivés au terme de leur vie. Les factures peuvent être éliminées au bout de 10 ans, on les élimine toutes. Et depuis les années 2000, toute cette masse de documents a été numérisée. On ne numérisera jamais tout. Et on a numérisé en priorité les documents iconographiques et les documents les plus consultés comme les registres servant à la généalogie. Ça permet aussi de mettre à disposition des documents qui ne pourraient pas l'être. Des documents qui se retrouvent consultables dans le monde entier, mais rien ne vaut sans doute le plaisir de toucher les vieux papiers. Le musée du Faouët dans le Morbihan propose une nouvelle lecture de l'œuvre de Jeanne-Marie Barbet, 13 ans après la dernière exposition qu'il lui avait consacrée. Cette artiste du XXe siècle qui vivait une partie de l'année en Bretagne était tout à la fois peintre et dessinatrice, mais aussi photographe. Et c'est d'ailleurs un fonds de photos que le musée vous propose de découvrir. Reportage de Karine Chevrolier. Ces négatifs sur plaque de verre, un marchand de photographie les découvre par hasard dans un marché aux puces parisien. Attiré par les costumes traditionnels bretons, il fait l'acquisition de 202 plaques, l'une d'entre elles porte le nom de Barbet. En 2010, le musée de Bretagne à Rennes s'est vu proposer l'acquisition d'un ensemble de plaques de verre et il s'est avéré que ces plaques étaient non seulement de la main de Jeanne-Marie Barbet, mais également de la main de son frère Auguste Barbet, donc qui était installé à Gourin comme hôtelier, mais qui était reconnu aussi comme éditeur de cartes postales. L'œuvre picturale de cette peintre née en 1876 à Paris, d'une mère gourinoise et d'un père carésien, a donc un double photographique. Utiliser les photos comme esquisse à un travail pictural, une pratique répandue chez les peintres. Ces photographies permettaient de fixer l'instant. Je pense notamment aux scènes de chevaux que Jeanne-Marie Barbet a pu représenter. Et elle n'aurait jamais pu saisir le galop du cheval si elle n'avait pas eu plusieurs photographies qui lui permettaient de décomposer justement le mouvement. Elle faisait ce qu'on appelle des mises au carreau, donc un quadrillage tout simplement sur sa photographie qu'elle reportait après sur le papier pour respecter bien sûr les proportions. Et petit à petit, elle avançait vers donc un format de plus en plus important et changeait de médium pour aboutir à la peinture. La découverte de ce fonds apporte une nouvelle dimension à l'œuvre de Jeanne-Marie Barbet, une artiste qui aimait peindre la Bretagne du XXe siècle et ses traditions, des scènes de vie captées sur l'instant. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, dans votre soirée, vous retrouvez le magazine L'Instant T. On y parlera politique, mais aussi de musique électronique à quelques jours de l'ouverture du festival Panorama à Morlaix, qui ouvre la saison des festivals. Nous reparlerons de cette histoire des événements musicaux dans la région. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h. Je vous souhaite surtout une très belle soirée sur nos antennes.